Roland Marchal, bonjour. Bonjour. Pourquoi cette reprise de violents combats à El Fasher, la capitale du Darfour Nord? D'une certaine façon, c'est devenu un abcès de fixation et une victoire des forces du général Hemeti le rendrait absolument incontournable pour toute négociation sur l'avenir politique du pays et pas simplement sur l'issue militaire du conflit. El Fasher est bien la seule grande ville du Darfour qui échappe actuellement au contrôle du général Hemeti? Tout à fait, c'est la capitale historique du Darfour, avant qu'il ne soit divisé à la suite du conflit des années 2000. C'est également une zone extrêmement importante puisque c'est là que sont rassemblés dans des camps de déplacés et dans les villes et villages environnant El Fasher l'essentiel de l'ethnie Zaghawa qui fournit les combattants pour les groupes darfouriens alliés au général Borhan. Donc une victoire des forces de soutien rapide serait non seulement une défaite de Borhan, mais également une défaite de ces groupes-là, ce qui aurait évidemment un impact très fort sur la gouvernance au Darfour, mais également sur les rapports de force politique à l'échelle du pays. Et justement, en face du général Hemeti, il y a un chef de guerre Zaghawa très expérimenté avec Mini Minawi. Oui, fort, doté de soutien et d'appui également libyen et pas simplement du côté de l'armée soudanaise. Le rapport de force entre les deux, on le voit, est difficile puisque les affrontements ont commencé il y a pratiquement 4 mois maintenant et malgré les pressions internationales, ils se poursuivent. Donc on sent bien que ce qui est en jeu pour Hemeti, c'est de marquer une suprématie sur le Darfour, ce qui lui permettrait d'avancer également militairement dans les provinces voisines du Kordofan et peut-être à Khartoum où il a des difficultés. Et du point de vue des groupes rebelles Zaghawa qui ont signé un accord de paix en octobre 2020, c'est une façon de montrer qu'ils continuent à exister politiquement et que évidemment ils devront avoir leur part dans tout règlement politique qui pourrait advenir dans un avenir plus ou moins proche. Et à partir de là également, leur défaite militaire signifierait que ces groupes n'ont plus rien à offrir ni d'un côté ni de l'autre des protagonistes du conflit soudanais. Mais Minawi n'a pas encore perdu. Il n'a pas perdu. Il y a les forces du mouvement pour la justice et l'égalité de Djibril Ibrahim qui sont également là, quelques autres groupes également. Cela représente un potentiel militaire tout à fait réel qui aujourd'hui tient tête aux forces de soutien rapide, tout à fait. Malgré l'embargo décrété par l'ONU sur les armes à destination du Darfour, est-ce que les deux belligérants ne viennent pas de recevoir des armes nouvelles? Oui, écoutez, alors plusieurs rapports sont sortis, celui d'Amnesty International, celui de Human Rights Watch, plus évidemment le travail des journalistes soudanais qui est considérable. Tous ces rapports accréditent que depuis des mois, d'un côté, le soutien militaire des Émirats arabes unis aux forces de soutien rapide n'a pas cessé, bien au contraire, et que de l'autre côté, Russes, Iraniens, mais aussi Biélorusses, Turcs, etc., alimentent l'armée soudanaise. Donc cet embargo n'est pas respecté. Je crois que ça traduit d'abord une chose, c'est que l'influence américaine dans la gestion et dans le règlement de ce conflit est perçue par tous les acteurs comme étant tout à fait minimale, que chacun sait que le Conseil de sécurité est divisé et qu'à partir de ce moment-là, le commerce des armes peut aller bon train et que les affaires vont bien pour tous ces vendeurs d'armes. Alors de l'avis de beaucoup d'observateurs, le général Bourhan est soutenu par l'Égypte, tandis que le général Hemeti est soutenu par les Émirats arabes unis. Pourquoi les Américains ne font pas pression sur ces deux puissances régionales pour qu'elles cessent leur livraison d'armes aux belligérants? Alors je crois d'abord le soutien égyptien au général Borhan n'est pas sans nuance. Il a été marqué au tout début du conflit. Il s'est largement évaporé après, compte tenu de la proximité du général Borhan avec les islamistes soudanais. Donc l'Égypte aujourd'hui a repris langue avec Borhan et a envoyé des responsables de services de renseignement à Port-Soudan, mais c'est essentiellement pour essayer de reconduire un processus de négociation puisque les Américains ont failli à Genève au mois d'août et plutôt tenter une résolution politique qui privilégierait sans doute l'armée mais quand même qui tiendrait à bonne distance les islamistes. Ce qui est vrai, c'est que le général Borhan bénéficie, encore une fois, d'une sympathie marquée de fortes réserves d'autres pays de la région, notamment l'Arabie saoudite, qui n'est pas directement partie prenante du conflit, et surtout essaye de faire valoir au niveau des pays arabes qu'il est le gouvernement légitime, ce qui a un certain écho.
Hemeti est prisonnier un peu de son alliance avec les Émirats arabes unis, qui peut-être eux-mêmes, on l'a senti ces dernières semaines, voudraient voir les choses évoluer, peut-être prendre une dimension plus politique, mais on est dans une situation très difficile qui est que les Américains se sont saisis du problème avec les Saoudiens au début, les négociations de Jeddah, mais veulent obtenir un cessez-le-feu et un accès humanitaire sans aucune négociation politique. Or, beaucoup d'experts, aussi d'envoyés spéciaux européens pensent qu'il serait nécessaire de lancer un processus politique de façon à aboutir à un cessez-le-feu comme une mesure de confiance dans l'évolution de ce processus politique. Et là, les Américains vont plus presser, je dirais fondamentalement parce qu'ils veulent éviter que le Soudan fasse la une des médias internationaux au moment des élections aux États-Unis, ce qui évidemment permettrait aux uns et aux autres de tirer sur le camp démocrate en expliquant qu'il est responsable de la prolongation de ce conflit. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a fonctionné depuis le début en accord avec les forces civiles soudanaises qui avaient dirigé la transition, en excluant complètement les islamistes. Or, cette position-là, je crois qu'il faut la revisiter, pas pour donner aux islamistes la clé de n'importe quel processus politique, mais certainement pour se rendre compte qu'ils représentent une réalité à l'intérieur du Soudan et que peut-être ils doivent être partie prenante, peut-être avec des conditions particulières, d'un processus politique qui amènerait à la fois le cessez-le-feu et peut-être la construction d'une solution civile pour sortir de cette guerre. Les islamistes qui sont actuellement dans le camp Bourhan. Oui, même si certains d'entre eux, on le dit peu souvent, ont rejoint, souvent pour des raisons d'affiliation tribale, ont rejoint le camp de Hemeti. L'Égypte et les Émirats arabes unis, ce sont deux partenaires importants de Washington dans la recherche d'une solution à Gaza. Est-ce que ce n'est pas aussi l'une des raisons pour lesquelles Joe Biden n'exerce pas de pression actuellement sur ces deux pays par rapport au Soudan? Oui, tout à fait. Je crois les Émirats et Israël ont des liens économiques qui ont progressé de 4% l'an dernier, en dépit des événements tragiques que nous connaissons. De la même façon, l'Égypte joue un rôle crucial dans les négociations de cessez-le-feu pour Gaza, ce qui fait que l'Égypte aujourd'hui se sent de nouveau considérée comme une puissance régionale et agit en voulant reprendre pied dans la Corne de l'Afrique et sur le continent africain. Et peut mieux résister ainsi aux pressions de Washington. Si vous voulez, il y a un problème de fond qui ne sera pas réglé avant le résultat des élections aux États-Unis, qui est que l'administration Biden n'a eu aucun intérêt pour le continent africain. Voulez-vous dire que Joe Biden et Kamala Harris ne prennent aucune initiative dans cette région du globe de peur de s'exposer à des critiques de Donald Trump? Je crois que non, ce qui est pire, peut-être mon sentiment est outré, mais ce que je crois, c'est que pour les dirigeants américains, le Soudan et le Darfour renvoient à ce qui s'est passé au début des années 2000, où en 2004 et en 2006, donc pour les élections de mi-terme de George W. Bush, puis pour les élections de second mandat, la question soudanaise a été une question importante de mobilisation dans les universités, avec donc des médias portant la critique sur la politique étrangère américaine. Et je crois que de la même façon, une bonne partie de la diplomatie américaine aujourd'hui vise, si vous voulez, à empêcher cette situation en mettant l'accent sur la priorité absolue à l'aide humanitaire aux dépens d'un processus politique et également en évitant de s'intéresser proprement et fondamentalement à ce qui est les causes et ce qu'a créé cette guerre civile au Soudan depuis le mois d'avril 2023. Roland Marchal, merci.